Bienvenue sur le podcast Bref, c'est la vie. Je suis trop contente de vous accueillir ici. Bref, c'est la vie, c'est un partage d'authenticité, d'histoires qui donnent du sens, qui amènent de la douceur dans votre quotidien et qui mettent du baume au cœur. C'est vous qui prenez le micro dans ces podcasts, alors je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure. Avant de lancer cet épisode, j'aimerais remercier encore une fois Nora pour son authenticité, pour son partage. J'aimerais vous dire à vous qui écoutez peut-être ce podcast en ce moment que si c'est difficile, si ça réveille en vous des souvenirs douloureux, n'hésitez pas à prendre le temps, à mettre sur pause pour pouvoir l'écouter dans les meilleures conditions possibles. C'est un sujet qui m'a énormément touchée, qui est à quelque part aussi difficile à partager parce que je pense qu'on n'est jamais prêt à ça. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous envoie tout mon amour. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'accueille aujourd'hui Nora pour un sujet qui est autant intime que difficile à vivre, qui est la perte d'un bébé. Donc déjà merci Nora d'être là, enfin c'est moi qui suis là, mais Merci de me recevoir, même si c'est moi qui reçois du coup. on s'est parlé un petit peu, mais on ne se connaît pas très bien. Du coup, comment tu pourrais te présenter en 2-3 phrases à quelqu'un qui ne te connaît pas? Voilà, alors donc moi je m'appelle Nora, j'ai 35 ans, je vis en Valais. J'ai 4 enfants, des jumeaux de 8 ans, une petite fille qui est malheureusement décédée et puis un petit garçon qui est arrivé assez rapidement derrière. Les personnes qui me connaissent diront que voilà, je suis de nature réservée, de nature discrète. Je ne suis pas trop de nature à me mettre en avant devant les écrans ou comme ça. Et puis j'ai aussi un tempérament assez anxieux. Et je suis remplie de doutes. C'est vrai que j'ai eu un parcours assez particulier déjà depuis mon enfance. J'ai beaucoup d'angoisse, donc c'est assez un combat du quotidien. Et puis tous les événements que j'ai vécus dans ma vie, dans le pire que j'ai pu vivre, donc le décès tragique de ma fille, voilà, cette anxiété, ces doutes, ils ont vraiment pris beaucoup d'ampleur. Ouais. Je suis aussi quelqu'un de très sensible, donc j'ai une espèce d'hypersensibilité, je ressens tout, je vis tout pleinement, à fond. J'ai tendance à verser des larmes facilement aussi, je me laisse facilement envahir par mes émotions. Et puis voilà, j'ai quelqu'un qui aime la vie de manière générale, qui aime les gens, qui, malgré cette timidité qui peut parfois être un frein, voilà, les personnes qui me connaissent sous cette forme, je dirais. Ok, Voilà. super. Moi, je salue d'autant plus ton Mhm. courage de prendre ton courage à deux mains et de venir parler, parce que c'est un sujet qui est important pour toi et de vraiment Oui, c'est aller ça, jusqu'au bout. Donc, tout à fait. Mhm. qu'est-ce que tu as comme événement ou comme tournant dans ta vie, ça peut être depuis même très jeune, hein, c'est égal, qui a fait que ça a changé peut-être ta manière de voir les choses, tes perceptions, ton comportement? Alors j'ai eu plusieurs tournants dans ma vie, mais ça, voilà, ça a une conséquence sur la personne que je suis aujourd'hui. Donc ça a nourri mon anxiété, ça a nourri mes doutes, ça a nourri ce manque de confiance en moi. Donc ça remonte déjà depuis l'adolescence. Alors je ne peux pas dire que j'ai été victime de harcèlement scolaire, mais j'ai eu droit à des moqueries assez régulières quand même, qui ont fait que voilà, j'ai perdu cette confiance que j'avais en moi, parce que j'étais une enfant très dynamique, très impulsive, très colérique, très sûre d'elle quand même finalement. Et puis ça a tourné à un moment donné avec cette adolescence difficile. Donc ça, c'était déjà un premier tournant. J'ai aussi beaucoup d'angoisses liées à la mort. J'avais déjà ces angoisses-là à l'enfance. Il faut savoir que mes parents, ils ont aussi perdu un enfant. J'étais pas encore née, mais j'ai quand même grandi avec ça autour de moi. Et je me demande s'il n'y a pas eu aussi des implicites qui font que voilà, ça a nourri ce rapport à la mort et tout ça de manière un peu anxiogène comme ça. Les tournants d'après, on peut dire que c'était quand j'ai voulu être maman. Alors, c'était compliqué de le devenir. On a découvert que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques.
Donc voilà, c'était difficile d'avoir des enfants. Donc je me suis dit, ah, je vais peut-être jamais pouvoir. J'ai toujours voulu être mère depuis toute petite. J'ai toujours adoré être avec les plus petits. Donc ce côté un peu maternisant, je l'ai toujours eu. J'ai eu cette difficulté-là. Bon, ça n'a pas duré très long parce qu'avec l'aide médicale, c'est arrivé très vite. Et deux en même temps, d'un coup. Oui. Des jumeaux. Ensuite, ben voilà, on a eu une grossesse qui était assez sereine jusqu'à 28 semaines de grossesse où là, ça s'est compliqué parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte, mais j'avais déjà le col qui avait déjà bien modifié, c'était déjà bien modifié. Donc, j'ai été hospitalisée et sont nés prématurément. Donc, il y avait déjà cette arrivée prématurée qui était compliquée, qui a encore nourri mon angoisse parce qu'en fait, c'était des petits êtres hyper fragiles et dont il fallait prendre soin. Et en fait, la vie, elle tenait qu'à un fil. On avait déjà ce côté-là à ce moment-là. Et puis à la naissance de mes garçons, un des deux jumeaux est né avec une malformation. Donc, il lui manque l'avant, enfin, ça s'arrête là. Donc, c'est une partie de l'avant-bras et la main gauche. Et voilà, donc ça, on ne savait pas. On n'a pas vu pendant la grossesse. Lui, il a eu une arrivée très compliquée sur Terre. Il a eu un pneumothorax à la naissance, donc on lui a posé un drain assez rapidement. Donc on m'a d'abord expliqué tout ce qu'ils allaient faire. Je n'ai pas pu le voir tout de suite parce qu'il avait du mal à respirer. Donc voilà, ils m'ont expliqué d'abord ce qu'ils allaient faire par rapport à son souci. Et puis il était tourné d'une manière à ce que je ne vois pas son avant-bras quand ils me l'ont présenté. Et après, ils m'ont dit, ah, encore une petite chose, est-ce que vous étiez au courant? Et là, ils ont levé le bras et puis j'ai été confrontée à, ah, il lui manque un bout. Sur le moment, j'ai rien trop dit. J'ai été, voilà, je l'ai regardé, j'ai dit, t'es magnifique, t'es mon fils. Je suis restée un peu muette, un peu peut-être sous l'effet du choc, mais voilà, c'est la première réaction que j'ai eue. Et après, plus tard, par contre, j'ai eu pas mal de doutes et de craintes sur son avenir, comment est-ce qu'il va se débrouiller, etc., etc. Puis finalement, il nous prouve que ça va très bien, que c'est rien. Mais voilà, on a eu une arrivée un peu chaotique comme ça de nos premiers enfants qui font que voilà, j'avais mon anxiété qui était là, mais elle a pris encore un peu l'ascenseur avec cette arrivée pas dans les meilleures conditions, on dira. Et puis après, ben voilà, on a dû rentrer à la maison avec ces doutes. Et en même temps, ben voilà, quand on était dans ce milieu hospitalisé, on se désinfectait les mains à chaque fois. On était dans un milieu un peu aseptisé. Et arrivé à la maison, ben, on est lâché dans la jungle et on n'a plus besoin de se désinfecter les mains quand on les touche. Et voilà, et les virus sont tout à coup moins dangereux, mais dans notre tête, ils le sont encore. Donc voilà. Et puis après, ben, est née ma petite fille. C'était qui arrivait spontanément, alors qu'il y avait quand même un souci à la base. Donc tout était simple. Tout était simple. Donc ça avait apaisé mes craintes, mes doutes. On était redescendu d'un échelon. Elle a vécu 3 mois et demi, hein, mais c'était 3 mois et demi merveilleux. On était dans une symbiose complète. J'ai découvert ce que c'était l'allaitement avec elle, que je n'ai pas pu avoir avec mes deux grands, parce que déjà, je ne connaissais pas, c'était mes premiers, et puis ils étaient trop petits, donc c'était un peu compliqué. Donc une maternité, un postpartum, et puis un congé maternité serein. Voilà, enfin, tout était simple. Et voilà, le 11 mai 2021, donc elle est née le 21 janvier 2021, et le 11 mai 2021, le drame est arrivé, inattendu, c'était subi. On parle de mort subite du nourrisson. Voilà, elle est décédée ce jour-là, et là, depuis là, je suis une maman hyper anxieuse. Mais je l'étais déjà avant, j'avais déjà un niveau d'anxiété assez élevé, mais là, ça a clairement pris l'ascenseur, ouais. Parce qu'on est conscient que la mort, elle peut toucher nos enfants. Et jusque-là, ben, le jour où on devient parent, on n'imagine pas que ça peut toucher l'un de nos enfants. On pense qu'on est que nos enfants ne vont pas ne vont pas partir avant nous. Et là, c'est arrivé. Et du coup, je me suis dit, ah, ben, en fait, ça arrive. Donc, c'est arrivé à ma fille, ça peut arriver à mes autres enfants. Et du coup, voilà, le moindre petit rhume, la moindre petite fièvre, ça prend tout de suite des proportions assez grandes. Ouais. De manière soudaine en plus, Oui. comme ça. Hein. Ouais. D'autant plus que les grands, ils ont quand même, en 6 ans de vie, on a eu
3 fois l'ambulance et puis 2 fois l'hélicoptère à domicile parce qu'ils ont fait des convulsions fébriles. Donc c'était quand même hyper traumatisant de voir son enfant, changer de couleur, baver, enfin faire une crise d'épilepsie, hein, si on veut bien, mais dans le cadre d'une montée de fièvre, subite, même ils étaient pas très élevés au niveau de la température, donc ils ont pas besoin d'être à 40 pour convulser. Donc c'est vrai que voilà, il y a ça qui a aussi nourri le côté, enfin voilà, je maîtrise rien en fait, je suis impuissante, face à tout ça. Sinon voilà, j'ai le dernier qui est plutôt beau et qui a plutôt remis de la douceur à tout ça et à la personne aussi anxieuse que je suis. C'est quand même l'arrivée de notre petit arc-en-ciel, hein. J'aime bien l'appeler de cette manière parce qu'il est venu remettre, de la couleur, hein, à notre vie. C'est un petit rayon de soleil. Je c'est celui qui est venu nous permettre d'être, qui est venu remettre du bonheur à notre vie, en fait. Parce qu'au moment, les plus durs de notre vie, on ne pensait pas que le bonheur pouvait revenir, hein. Et il est venu apporter ce bonheur-là. Alors il est venu remettre du bonheur à notre vie sans remplacer sa sœur qui garde bien sa place. Mais voilà, donc ça, lui, il nous a rapporté un petit peu de douceur et puis un petit peu de confiance, en la vie, cette confiance qui avait en fait complètement disparu à un moment donné. Mmh. Alors voilà un petit peu pour, tous ces tournants de ma vie qui font qu'aujourd'hui je suis une personne, confiante en la vie malgré mes doutes, malgré, mes craintes, mes angoisses et c'est que voilà, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je m'occupe bien d'eux? Est-ce que j'en prends bien soin? Est-ce qu'ils souffrent pas? Voilà et le côté aussi, par rapport à la santé, voilà, le côté un peu impuissant, mais lui, il est venu quand même apaiser tout ça et remettre un petit peu de confiance. Que tu dis, je peux pas les protéger, alors qu'est-ce que ça changerait si Ah, ça change rien, cette angoisse, elle reste, ouais, clairement. Mmh. Cette angoisse, elle reste. Ça ch J'ai pas la capacité de les protéger de la mort qui fait partie de la vie. Mmh. Mais par contre, j'ai la capacité de vivre pleinement chaque jour avec eux, et de profiter de ces instants. Donc ça, c'est ce qu'elle m'a apporté elle. Elle m'a apporté le côté que chaque instant est éphémère, hein, et qu'il faut les vivre pleinement. Et lui, ben, voilà, il nous apporte ce bonheur-là de pouvoir vivre, intensément chaque jour, ouais. Mmh. Ouais, c'est fort de réaliser que je pense que moi, je suis aussi toujours à 1000 à l'heure et tout ça et Mmh. mais d'un côté, je trouve que c'est, difficile de vivre ces moments, présents, Oui, ah d'être c'est vraiment mmh, présent, clairement. c'est super difficile et C'est ce d'un qu'on autre vise côté, et de vouloir ça ou de chercher à ça, je trouve que c'est super culpabilisant parce que, parce que étant donné que c'est difficile et qu'on n'y arrive pas, ou en tout cas moi, que j'y arrive pas toujours, mmh ben, du coup, au final, c'est plus culpabilisant je suis que d'accord, ressourçant, quoi. je suis d'accord. Bah, c'est vrai que après le décès de Margot, je me suis dit: «En fait, j'ai pas le droit d'être une mère, qui gronde ses enfants, une mère impatiente, une mère qui parfois, pète un Mmh. câble». Hein. Mmh. Et je vais beaucoup culpabiliser, quand ça m'arrivait, au début, parce qu'il est arrivé très vite après sa sœur et puis c'est vrai c'est un enfant qui dort pas ou qui dort peu. Mmh. Alors certainement que ça a un lien. Mais j'ai beaucoup culpabilisé quand tout à coup j'haussais le temps sur lui en disant: «Là, j'en peux plus, je suis épuisée, moi aussi j'ai besoin de dormir». Et en fait, donc oui, ma maternité, à un moment donné, ma vision du rapport à l'enfant avait changé dans le sens, en fait, il faut profiter de tout. Tu as pas le droit de te Mmh. plaindre, tu as pas le droit de dire que tu es crevée, que tu en peux plus. Mais en fait, c'est pas ça et avec le temps, avec les années qui ont passé, puisqu'elle est décédée il y a 4 ans bientôt, maintenant on est quand même un petit peu plus conscient bah, en fait non, ça m'arrive de crier sur mes enfants comme n'importe quelle mère qui en peut plus à un moment donné quand on est poussé à bout. Après c'est vrai que quand on part à l'extérieur, qu'on a des activités avec les enfants, ben, j'essaye,
de les vivre différemment, de moins m'énerver, même si c'est culpabilisant quand on n'y arrive pas. Parce que mais voilà, ça fait partie de la vie enfin, on peut pas être parfaite, quoi. Une mère, parfaite n'existe pas et ça a quand même changé un petit peu cette vision-là. Je suis plus consciente de ce côté éphémère de la vie, je dirais. Bien que, ben voilà, je suis une mère comme une autre qui qui parfois aussi, bah, voilà, je peux le dire, pète un câble, ouais. Ça les préserve pas, hein, de Non, rester calmes, en fait. non, 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 clairement pas. Mais c'est quand je me quand ça au début, quand ça m'arrivait de me fâcher avec eux pour une raison X ou Y, j'ai eu beaucoup culpabilisé en me disant: «Mais j'ai perdu ma fille, comment je peux perdre du temps à me fâcher avec eux, à m'énerver, alors qu'en fait, on ne sait pas combien de temps ça va durer, quoi?» Mmh. Et ça, c'était hyper dur au début. Et puis maintenant, avec le temps, ben, voilà, non, ça fait partie de la vie et ça fait partie de la vie de mère et de parents Et d'enfants. et d'enfants. Tout à fait. Par rapport à l'arrivée, et au départ, subi Mmh. de, Margot, je sais pas, est-ce que tu aimerais, Oui, parler de oui, ça? Il y a oui. quelque chose que tu aimerais. Alors, oui, je peux en parler, je ne garantis pas sans larmes. Parce que bien évidemment, quand on en parle, ben, ça ressasse des émotions, mais c'est aussi important c'est aussi la raison pour laquelle, je parle aujourd'hui parce qu'en fait, les larmes, ça fait partie de ce qu'on a vécu et il faut pas vouloir les taire ou les supprimer parce qu'elles sont là et puis il faut qu'elles existent et puis elles nous permettent aussi, ben, d'extérioriser, toutes ces émotions qu'on a vécues, ces jours-là, ouais. Mmh. Alors oui, Margot, elle est née un 21 janvier 2021 à 20h02, donc 21 et 20h02. J'ai toujours trouvé ça assez dingue, donc du coup les heures miroirs ont toujours, on cherche des signes un peu partout maintenant, mais les heures miroirs ont assez d'effet, sur moi et je me dis que c'est quand même des signes de ma fille. Voilà, donc elle est née, à l'hôpital de Sion, donc à l'inverse des grands frères, elle ne voulait pas sortir. Elle était pas pressée. Donc j'avais, rendez-vous le 21 janvier justement pour une provocation de l'accouchement. On avait atteint les 41 semaines de grossesse. Donc on est parti à l'hôpital et puis, j'avais oublié ce petit détail. C'est vrai on a fait notre mariage civil un 21 janvier, 2015 le 21 janvier 2015 avec mon mari et puis j'avais plus fixé la date du mariage, religieux qui avait suivi derrière. Donc voilà, j'arrive à l'hôpital, on me demande le carnet de famille et puis là je le tends, puis elle me demande la date, du mariage et je regarde, je dis: «Ah 21 janvier, 2015». Alors je disais à mon mari derrière, «Ah bah, ce serait joli qu'elle naisse aujourd'hui, ça serait pile 6 ans après notre mariage». Donc là aussi je trouve que c'est une belle symbolique. Donc voilà, donc on m'installe, dans la chambre et puis, bon, le soir, on vient me dire parce que c'était déjà en fin de journée, on vient me dire que c'était probablement pas pour la journée parce que les salles d'accouchement étaient pleines, donc ils allaient attendre probablement le lendemain. Mais on m'a quand même fait un décollement, des membranes en me disant que parfois ça pouvait avoir un effet ou pas. Là, pour le coup, ça a eu un effet. Parce que j'ai fissuré la poche assez rapidement, derrière. Et de là ont commencé très vite, les premières contractions, mais ultra douloureuses et en fait, elle est arrivée 45 minutes après. Ah ouais, donc du coup, c'était rapide, hein? Donc c'était quand même un accouchement, je dois l'avouer, un peu traumatisant dans le Mmh. sens où c'était hyper rapide, où j'ai eu hyper mal, que bah, pas la césarienne, la Péridurale. péridurale n'a pas pu faire effet, parce qu'on me l'a quand même posée, mais j'étais déjà à 9, donc autant dire que, bah, voilà, je devais pousser, puis elle arrivait. Le premier contact de peau à peau, puis là, ça a été une évidence, quoi. C'était, voilà, j'avais eu 2 mecs avant, 2 petits gars avant, puis là est arrivée ma petite nana, qu'on avait attendue. J'avais bien souffert pour la voir, là, pour le coup. Mais elle était là et puis, l'allaitement a tout de suite bien fonctionné. Puis après de là, c'était que bonheur, que simplicité, que voilà, un bébé qui dormait
rapidement. À 2 mois, elle faisait déjà le tour du cadran. Enfin, c'était juste incroyable. On n'avait pas trop eu ça avec les premiers parce que voilà, ils étaient 2 et puis qu'ils ont assez vite dormi aussi, mais ça a pris plus de temps quand même. Puis la fatigue avec des jumeaux, c'était plus ardu. Mais là, voilà, puis il n'y avait pas toute cette angoisse de prématurité, de bébé fragile. Oui. Elle faisait quand même 3,670 kg, donc c'était un joli bébé en pleine santé, voilà, qui n'avait pas de soucis particuliers. Donc là aussi, un retour rapide à la maison. Après 2 jours, on a pu rentrer, ce qui était voilà, synonyme de simplicité. Puis après, tout a roulé assez facilement. L'allaitement, j'ai découvert ce que c'était avec elle. On a vécu un peu dans notre bulle. Et bah voilà, à 3 mois, il fallait gentiment commencer à s'organiser pour la reprise du travail. Bah ça, c'était assez une source d'angoisse parce qu'en fait, du coup, là, pour le coup, je l'allaitais et puis elle refusait le biberon. Donc voilà, comme beaucoup de mamans, on se dit: «Mais voilà, comment ça va se passer, Absolument. chez la maman de jour?» Mmh. Donc j'étais un peu anxieuse parce qu'elle refusait, enfin impossible de lui donner quoi, elle ne voulait pas ce machin en caoutchouc dans la bouche. Et puis ben voilà, on a vécu, collées l'une à l'autre parce que je l'ai beaucoup portée. Les jumeaux, bah, c'était plus compliqué, j'avais pas puis là j'avais fait des cours de portage, pour savoir comment l'avoir contre moi, tout le temps. Donc voilà, on était un peu fusionnels, hein, un peu même beaucoup, je dirais. C'était difficile cette séparation-là, c'était compliqué. C'était le début mai, 4 mai, par là autour. Donc elle a eu ses premières demi-journées d'adaptation. À part l'alimentation, tout allait bien. C'était un bébé calme, souriant. Donc elle faisait déjà ses éclats de rire. Donc elle avait déjà atteint ce stade-là, donc stade merveilleux quand on a enfin une vraie réaction dans la communication avec son bébé. Donc ça s'est plutôt bien passé. Donc ça s'était un peu apaisé. Puis voilà, je me suis dit ça y est, c'est bon. Elle va pouvoir s'adapter comme il faut et moi dans un deuxième temps je pourrais reprendre le travail et puis être sereine, sachant que c'était quand même un peu dans la période Covid, donc de nature anxieuse, j'avais quand même toujours peur de ramener ce virus à la maison et puis que mon enfant l'attrape. Mais ouais, puis dans le cadre scolaire, bah, forcément, on est en contact avec Bien plein sûr. d'enfants et du coup avec plein de microbes et voilà, c'était aussi une source un peu d'angoisse de ramener quelque chose à la maison. Mais voilà, ça s'est fait quand même assez simplement et assez naturellement et puis, ben, voilà, le 11 mai 2021, donc c'était la dernière demi-journée d'adaptation. Ce matin-là, j'étais un petit peu nerveuse parce que voilà, j'avais plein de choses à organiser pour la reprise du travail et puis je passais du stade de 16 semaines, vraiment dans un cocon, dans un rythme assez voilà, je m'occupais de mon enfant, de mes 2 grands, mais j'avais pas toute la vie d'à côté qui me pesait et là, bah, il fallait que j'organise la reprise du travail et cetera. Donc j'étais un peu, déjà un peu tendue dès le matin. J'ai amené mes grands frères d'abord à la crèche, et puis ensuite, j'ai déposé, Margot chez sa maman de jour. Et donc là, j'étais quand même assez sereine parce que je voyais que c'était bien adapté. Donc je me suis dit: «Bon, ça y est, je vais pouvoir, je suis tendue par rapport à mon travail, mais par rapport à elle, c'est bon». D'ailleurs, je me souviens avoir dit à la maman de jour: «Ça y est, je crois que j'ai coupé le cordon. Je te la laisse, et puis, amusez-vous bien». Donc c'était, voilà, c'était un peu donc enfin, c'était la dernière fois que je l'ai vue, vivante, en fait. Je l'ai posée devant la porte, de la maman de jour. J'avais toujours ce rituel, là. Donc je sonnais, puis je m'écartais un petit peu, puis, bah, la maman de jour ouvrait la porte, puis elle tombait nez à nez sur, sur la petite dans son maxi cosy. Et donc là, elle lui a dit: «Coucou ma petite poupée». Donc elle était toute contente de la revoir. Elle a fait un grand sourire. Et donc voilà, là, c'était le dernier sourire, de Margot. Enfin, que j'ai vu de Margot, parce qu'elle en a fait d'autres dans la matinée, chez sa maman de jour. Et vers midi, j'ai reçu un message de la maman de jour qui me disait qu'elle avait bu les 3/4 de son biberon. Alors j'étais là: «Waouh, c'est génial, ça y est, elle boit son biberon. Incroyable, je suis enfin libérée de ce poids», en me disant: «Mais est-ce qu'elle va se nourrir, la journée?» Et en fait, donc elle a bu son biberon, elle l'a mis à la sieste et elle s'est jamais réveillée de sa sieste.
Donc elle m'a expliqué qu'elle avait, je sais pas, ressenti quelque chose comme enfin, quelqu'un qui l'appelait ou qu'il fallait qu'elle descende dans la pièce où elle dormait. Et c'est vrai que quand elle est arrivée, elle a vu que quelque chose clochait parce elle était déjà grise, enfin non, pas grise, elle était bleue. Elle était bleue et puis elle respirait vraiment très mal et quand elle l'a pris en ses bras, elle est partie comme une poupée de chiffon et donc là, ben voilà, elle était en arrêt cardio-respiratoire. Donc elle a commencé à la réanimer. Donc elle a appelé les secours et en même temps, elle faisait le massage cardiaque sur un petit bout de chou de 3 mois et demi. Et bah, moi, je ne savais pas que c'était en train de se passer. Je courais à la maison parce que j'avais perdu mes clés et que je devais aller récupérer les grands à la crèche avant d'aller récupérer la petite chez la maman de jour. La crèche n'était pas très loin de chez nous, mais quand même à 20 minutes à pied. Et puis je me disais, mais est-ce que je serais plus rapide en allant à pied qu'en passant une demi-heure à chercher mes clés parce que j'ai tendance à tout perdre. Donc finalement, j'ai décidé de m'y rendre à pied. Donc j'ai couru comme je pouvais. J'étais complètement essoufflée. J'ai appelé les éducatrices, donc la crèche, pour dire que j'avais quelques minutes de retard. J'avais un souci avec ma voiture et que j'allais pas pouvoir arriver dans les temps parce qu'on a des horaires d'arrivée pour aller les récupérer. On dit que c'était pas un souci, que j'arrivais quand j'arrivais. J'ai récupéré les grands, puis là, bah, on a dû rentrer à pied, évidemment, vu que j'étais pas en voiture. Et ils étaient quelques mètres derrière moi, et je me souviens leur avoir dit: «Maintenant, vous dépêchez, on doit y aller». Donc j'avais une nervosité en moi, mais je savais pas trop pourquoi. Mais, oui, parce que j'étais en retard, mais il y avait quelque chose qui, voilà, je sentais déjà qu'il y avait en moi un stress inhabituel. Sans savoir qu'en fait, elle était en train de se faire réanimer et que... C'était à ce moment-là, en fait. Ouais, ouais. Donc arrivée à la maison, je prépare rapidement un plat de pâtes parce que j'avais pas beaucoup de temps vu que j'avais déjà pris un peu de retard. Donc j'enfonce des pâtes dans une casserole, je mets un plat de fromage sur la table, on mange. Et puis après, quand il était l'heure de partir, j'ai reçu un appel de mon mari. Donc mes enfants étaient en train de se préparer à l'entrée parce qu'on était sur le point d'aller chercher Margot. Et le grand qui a la génésie, donc à qui il manque le membre, il mettait un peu plus de temps pour mettre sa chaussure. Je me souviens m'être un peu énervée en lui disant: «Mais dépêche-toi, on est en retard, accélère». C'était pas de sa faute, mais voilà. Et donc là, je reçois l'appel de mon mari qui me dit: il y a un souci avec Margot, je passe te prendre». Moi, j'ai tout de suite compris que c'était pas un petit souci, que c'était un grave souci. Donc voilà, je me suis carrément effondrée, je suis tombée genoux à terre et je lui ai dit: mais elle est morte? Il m'a dit: je sais pas, il y a un problème, j'arrive. Donc là, il est arrivé à la maison. J'ai entre-temps eu mon beau-frère au téléphone parce qu'il fait partie de la colonne de secours, donc c'était lui qui a été appelé le premier sur place et qui a pris le relais, qui a fait le massage cardiaque sur le petit corps de sa nièce. Et puis il me dit, donc je l'ai eu au téléphone, et puis il me dit: Nora, Margot va pas bien. Je lui dis: mais qu'est-ce qu'elle a? Puis il me dit: elle est en arrêt cardio-respiratoire. Je dis: mais elle est morte? Puis il me répète: elle est en arrêt cardio-respiratoire. Je lui dis: mais ça veut dire quoi? Elle est morte? Elle est vivante? Elle est comment? Elle est en arrêt cardio-respiratoire. Je me souviens avoir bugué sur ce mot-là. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'avais besoin de savoir, mais elle est morte ou elle est vivante? Enfin, dis-moi. Et donc après, elle a été héliportée à l'hôpital de Sion. Donc nous, parce que j'avais aussi eu l'appel de ma belle-sœur qui était montée sur place parce que Margot était gardée avec son cousin. Et puis Nico, elle était montée donner un coup de main pour éloigner les autres enfants de tout ça parce que voilà, il fallait s'occuper de Margot et puis les autres, il ne fallait pas que les autres enfants soient traumatisés de la situation non plus. Parce qu'il y en avait quand même qui étaient en âge de comprendre ce qui se passait. Et
Donc elle est montée, elle a donné un coup de main, puis quand je l'ai eue au téléphone, elle m'a dit: «Montez à Ouch montez nous trouver parce je suis sur place et puis, enfin viens nous trouver» et entre-temps, bah, elle a été héliportée à l'hôpital de Sion. Hem, donc finalement, mon beau-frère m'avait dit: «Allez directement à Sion». Donc on est allé déposer les 2 grands. Tout ça, ça se passait quand nos 2 grands étaient derrière, qu'ils entendaient tout et ils disaient rien, ils étaient muets, mais traumatisés de la Mmh. situation parce qu'ils voient leur maman, s'effondrer, pleurer, s'écrouler. Eux, ils sont restés, ils ont rien dit et ils ont tout subi. Ça, c'est très dur pour moi, de pas les avoir protégés de ça. Pardon. Donc ils ont tout entendu, tout subi. On les a déposés, je dirais même pas qu'on les a déposés, on les a lancés, chez mes beaux-parents et je leur ai même pas dit, enfin, je leur ai rien dit, j'étais tellement dans mon état, second que je ne me suis pas occupée d'eux. Donc on est partis. Le trajet jusqu'à l'hôpital de Sion, c'était une catastrophe. C'était d'une lenteur. J'ai jamais fait un trajet jusqu'à Sion avec cette sensation de quand est-ce qu'on y arrive, quoi. Mmh. Je suffoquais en fait. J'avais besoin d'être auprès d'elle. Donc tout me paraissait, enfin voilà. Puis en même temps, je regardais les voitures à côté, les gens qui discutaient, tout sourire, tout bonheur, enfin, tout allait bien pour eux et nous, ma fille était en arrêt cardio-respiratoire. J'avais vraiment buggé sur ce mot, je ne savais pas, j'avais besoin de Mmh. savoir. Donc voilà, pendant tout le trajet, on s'est tenu la main avec mon mari, on respirait comme on pouvait. Et puis arrivé sur place, il m'a laissé sortir aux urgences, lui il allait parquer la voiture. Donc je cours à l'intérieur du bâtiment, je dis: «Ma fille est là, elle va pas bien, c'est Margot». Donc là, on m'a conduit dans une espèce de salle. Je dis bien une espèce de salle parce qu'il n'y avait pas de fenêtre, c'était noir, c'était sombre et sur la porte, c'était écrit, «Salle des familles». Moi, je m'attendais à pouvoir aller auprès d'elle, à pouvoir m'asseoir avec elle, pouvoir la cajoler, lui donner la force pour rester avec nous, en fait. Donc on m'a installée dans cette salle, mon mari m'a rejoint et puis on a attendu, seuls, avec cette incertitude, avec le «on ne sait pas, on ne sait pas». On ne sait pas ce qu'elle a, on ne sait pas si elle va s'en sortir, on ne sait pas si elle va vivre, on ne sait pas si elle va mourir. Et là, il y a le pédiatre qui arrive et puis du coup, ben, moi j'ai compris sans comprendre parce que je voulais pas comprendre que c'était très grave. Moi, je m'accrochais au fait qu'elle allait revenir, enfin qu'elle allait vivre, hein. Et donc là, il nous assoit, nous, enfin, c'est comme moi, j'étais à moitié affalée par terre, enfin, dans un état pas possible, accroupie. Je sortais régulièrement de cette salle parce qu'en fait, je suffoquais, j'avais besoin d'air. Et donc voilà, il nous a expliqué qu'elle était en arrêt cardio-respiratoire, qu'ils étaient en train de la réanimer, que c'était très grave, qu'ils avaient vu il y avait beaucoup d'acidité dans son sang, donc ça montrait qu'elle avait manqué de beaucoup d'oxygène. Mais voilà, que pour le moment, il ne pouvait pas se prononcer, mais que la situation était très grave. Donc il est reparti, on a attendu un moment, j'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé, j'ai aucune notion de temps en fait, pendant cette période-là. Et plus tard, il est revenu en disant: «Son cœur est reparti». Alors on s'est dit: «Ah, elle se bat notre petite puce». Donc on a eu voilà, on s'est dit: «Ça y est, elle revient vers nous, son cœur bat». Après il nous a dit: «Le rythme cardiaque est encore trop faible, donc ça reste, grave». Mais que oui, voilà, ils allaient la préparer pour la transférer dans un hôpital, un hôpital universitaire, hein. Donc là, on voit que, ben, les services, de soins intensifs, au niveau pédiatrique sont pleins parce qu'il n'y avait pas de place nulle part, hein. Ils avaient peut-être trouvé une possibilité de l'emmener à Berne. Donc là, ils l'a préparée, parce que finalement, ils ont trouvé une place là-bas. Ils ont poussé un peu, les murs pour l'accueillir, hein. Et juste avant le transfert, son cœur a décéléré à nouveau et là, ils nous ont dit, qu'il y avait peu de chances, qu'elle survive pendant le vol.
qu'elle allait certainement mourir. Et on a dû, moi je me voyais pas seule avec elle dans l'hélico parce qu'on pouvait pas voyager à 2 avec elle. Donc je me voyais pas seule avec elle dans l'hélico, et puis être égoïste en disant: «Non, c'est que moi qui serai là quand elle partira». Je pouvais pas être comme ça égoïste avec mon mari. Parce que bien sûr, il m'aurait laissé, enfin, il me laissait la place, pour aller avec elle. Et je lui ai dit: «Non, tu as le droit de dire au revoir à ta fille. Tu as le droit». Comme il y avait 9 chances sur 10 qu'elle décède, c'est ce qu'on nous a annoncé. Autant dire qu'il y avait pas de chance. C'est ce qu'on un peu ils nous laissaient croire. Après, on a toujours est-ce qu'il y avait une chance sur 10 qu'elle survive? Ça restera une culpabilité, qui nous rend, enfin, qui me ronge. Je pense qu'elle me ronge moi plus que mon mari, mais je parle pour lui, je n'en sais rien en fait. C'est vrai que ça reste très tabou entre nous quand même, alors que ça devrait pas l'être. Et c'est pour ça que je parle aujourd'hui, parce que j'ai besoin de rendre ça, voilà, ça arrive et il y a des familles qui traversent ça, qui perdent un enfant en fait, et ça arrive, et on doit pouvoir en parler, on doit pouvoir, les soutenir. Parce qu'au début, c'est ce qui m'a permis de sortir un peu la tête de l'eau. C'est parce qu'on était soutenus, et on a besoin de soutien, et on a besoin que les gens nous parlent de ça, et que ce soit pas un tabou. Donc voilà, du coup, on a décidé de la débrancher parce que bien sûr, elle avait toutes les machines, elle était intubée. Puis je me souviens, je regardais partout autour dans la salle, et puis il y avait toujours enfin, il y avait toute une liste de procédés qu'ils avaient fait lors de la réanimation. Puis c'était écrit réanimation sur le tableau, et j'ai buggé sur ce mot. J'ai dit: «Mais en fait, c'est quoi? Je vis un cauchemar». J'étais là, mais sans j'étais dans un j'ai l'impression que c'était un cauchemar, que c'était pas réel, que donc voilà, donc on l'a débranché. Là, on m'a avancé un fauteuil roulant, on m'a mis Margot, dans les bras. Enfin, je pouvais la porter. Elle était encore chaude, encore toute belle, toute jolie. La mort n'avait encore pas eu d'effet sur son corps. Donc pour moi, elle était encore vivante, là. Donc ils nous ont poussés dans la salle d'à côté, et là, ils nous ont dit: «On vous laisse un moment, profiter de lui dire au revoir». J'étais là: «Mais je vais lui dire au revoir? Non, je comprends pas». Et bon, ils nous ont laissés, on lui a parlé, on l'a caressée, on lui a dit qu'elle était belle, qu'on l'a aimée, qu'on l'aime tellement, que qu'on la remerciait de tout ce qu'elle nous avait apporté dans notre vie, que c'était court mais tellement intense. Et puis ils sont revenus avec un lit de maternité, c'est des aux parois transparentes, puis on nous a dit: «Ben, il faut laisser votre fille». J'ai exécuté bêtement. J'ai posé ma fille dans le berceau. Je l'ai caressée une dernière fois et je suis partie. Je comprends pas comment j'ai réussi à partir de là, mais je l'ai fait. Puis après, ben, on rentre à la maison, mais sans enfant. Et puis il faut l'annoncer aux grands frères qu'ils ont perdu leur petite sœur, qu'ils ne la verront plus jamais. Et puis on voit des lelettes qui traînent encore, des couches qui traînent encore, son berceau dans le salon. On voit tout ça, mais on réalise pas. On se dit: «Mais en fait, on va aller la chercher». On n'est encore pas dans le côté où je réalise qu'elle est morte, en fait. Elle était chaude, enfin, puis après il y a tout ce côté, mais Puis ça a été tellement vite en fait. ouais, c'est On n'a ça. pas le temps de On n'a pas le temps de réaliser, pas le de temps de réaliser, non, ouais. de comprendre et Mmh. d'intégrer tout ça. Et puis après, bah, il y a ce côté où, mais elle est où? Heu, Est-ce qu'elle a froid? Elle va avoir faim? Enfin, il faut qu'on s'en occupe. Donc oui, elle est morte, mais nous, on réalise pas, on n'intègre pas encore qu'elle est morte. Mmh. Alors, il faut ouais, puis si elle a peut-être peur, elle a peut-être, et puis notre rôle de maman, c'est de s'occuper de son enfant, c'est de la rassurer, et là, je peux pas le faire. Après, on nous parle d'autopsie, parce que bien sûr, dans le cas de décès subis inexpliqués, il y a toujours des autopsies.
peut-être 10 mois après qu'on a reçu une lettre du procureur, qui disait qu'ils avaient trouvé une probable, maladie génétique au niveau cardiaque, cardiomyopathie hypertrophique, parce qu'elle avait la paroi du ventricule gauche un peu plus épaisse que la norme. Donc on a eu tout un tas puis que ça pouvait toucher, d'autres membres de la famille. Donc là, je me suis dit: «Ça y est, je vais perdre mes autres enfants». Enfin, je suis partie dans un film pas possible. On a juste reçu cette lettre qui disait que ça pouvait toucher d'autres membres de la famille. On est tous allés à faire une échographie, cardiaque, assez rapidement pour savoir si on avait des soucis cardiaques. C'est pas le cas. Et puis plus tard, les analyses génétiques qui ont été faites, sur Margot, sur moi et sur mon mari, montreront que finalement, il n'y a pas de maladie, génétique et que ça n'explique pas le décès. Parce que si on cherche un peu chez tout le monde, on a tous des valeurs un peu qui peuvent parfois être légèrement au-dessus ou en dessous, mais ça n'empêche pas de vivre. Mais en même temps, ils n'en savent rien. Ils ne peuvent pas dire oui ou non, c'est la cause du décès. Donc ça a été classé comme décès inexpliqué, comme mort subite du nourrisson. Donc elle a cessé de respirer pendant son sommeil et après, elle n'a jamais réussi à récupérer derrière. Ouais. Donc ça s'est passé le 11 mai. Après les jours qui ont suivi, c'était des jours horribles. J'étais incapable de m'occuper des grands. J'ai trouvé refuge dans mon sommeil. C'était le seul endroit où je ne souffrais pas. Donc j'ai fait que dormir. Heureusement que mon mari était là pour s'occuper des enfants, parce que lui, du coup, il a pris le relais. Les tentatives d'évasion proposées par les membres qui nous ont entourés, aller se balader, etc., c'était une catastrophe pour moi. Moi, j'avais besoin... je ne pouvais pas aller me promener, faire comme si tout était normal alors que ma fille était morte. Sourire, rien que regarder la télé, je me l'interdisais. Les moments de détente, je me les interdisais parce que je culpabilisais. J'avais l'impression de lui être infidèle, de dire moi je continue à vivre et pas toi. C'était une espèce de culpabilité, comme si le lien d'attachement avec elle était uniquement dans la souffrance. Souffrir, c'était rester en lien avec elle. Ces premiers jours ont été compliqués. On ne pouvait pas me parler, c'était difficile. Puis après, il a fallu organiser les obsèques, organiser l'enterrement pour sa fille. Ça paraissait juste impensable, improbable. J'ai jamais organisé d'obsèques de ma vie. Et là, je devais m'organiser pour mon enfant. On devait choisir la couleur du cercueil. J'étais incapable de faire des choix. On devait choisir des habits. Moi, j'ai dit, il faut des habits chauds. On m'a parlé d'habits jolis. Moi, je voulais des habits chauds. J'avais peur qu'elle ait froid. On nous a demandé si on voulait une veillée. J'en savais rien. Je ne savais pas ce que je devais choisir. J'ai dit oui. Je pense qu'aujourd'hui, je le regrette. C'est très personnel ce que je dis, parce que pour une autre personne, voilà, c'est un besoin. En fait, moi, le contact avec la mort a été horrible. Quand j'ai vu ma fille allongée dans ce cercueil, c'était horrible. J'étais incapable de la toucher parce que c'était plus ma fille, c'était pas elle. Et puis le pasteur qui était là, il m'a dit, il a quand même dit, vas-y, il faut s'approcher d'elle. Donc j'ai essayé de l'embrasser, mais le contact avec ce corps froid, dur comme un caillou, c'était un choc. Et je pense que la chose qui reste aujourd'hui, l'image qui reste, c'était ça. C'est pas forcément l'hôpital, même si c'était un événement très difficile. C'est plus ce premier contact à la crypte avec ce petit corps de bébé qui n'était plus ma fille. Mais quand tu dis que tu regrettes... Parce qu'en fait, ça reste aujourd'hui une image qui me hante. Alors, j'ai fait des MDR, c'est une méthode qui permet de soigner de traiter les effets des chocs post-traumatiques. Ça m'a beaucoup aidée. Aujourd'hui, elle me hante moins. Mais c'est vrai que quand je suis seule dans la voiture, j'ai cette image qui me vient parfois. Et c'est une image qui glace le sang, quoi. C'est la mort. Et je me souviens que les gens disaient, quand ils défilaient, ça aussi, je me suis dit, mais pourquoi on a fait ça? Les gens défilaient, puis ils disaient, ah, elle a l'air détendue, elle est paisible, on dirait qu'elle dort. Elle est belle. Et en fait, aujourd'hui, moi, alors, sur le moment, j'avais envie qu'on me dise ça, parce que oui, c'est ma fille, mais en même temps, non, c'est plus ma fille, mais ça me faisait quand même peut-être du bien. Mais en fait, non, elle n'était pas belle. Elle n'était pas belle, elle était belle vivante. Et puis voilà, la première visite au cimetière, c'était difficile. Je me souviens, je suis montée à pied dans le village, parce que c'est au sommet du village, et je croisais des gens qui me disaient bonjour, mais qui ne savaient pas. Et je leur répondais bonjour, mais
J'avais envie de leur crier ma peine, ma douleur, ma si vous saviez où je vais. Et puis, ben, arrivé là-bas, on voit ce petit monticule avec, de fleurs, de peluches, et puis cette croix blanche sur laquelle est notée, Margot Simon avec, sa date de naissance et sa date de décès, et on se dit que c'est pas possible. Oui, parce que bien sûr, le chemin du deuil, commence, au moment où on réalise qu'elle ne reviendra pas. Et en fait, ce deuil n'est pas terminé et je pense qu'il se terminera jamais. Donc bien sûr, au début, on avait des moments difficiles, hein, qui, par moments, étaient un peu plus légers parce que les rires sont revenus quand même assez rapidement. Et heureusement, parce que c'était un petit peu ce qui nous permettait de souffler. Parce que si on était tout le temps dans la souffrance, je pense qu'on suffoque, hein. Et puis au bout d'un moment, ben, on part la rejoindre, quoi. C'est juste pas possible. Donc les rires sont revenus assez rapidement et heureusement. Je me souviens même avant l'anciennement, dans la phase où, en fait, bon, quand elle est décédée, dans la phase où des préparatifs des obsèques, etc., on n'était jamais seuls. On avait toujours du monde à la maison. Et heureusement, parce que moi, j'étais incapable de... Enfin, à quoi bon faire à manger? À quoi bon nettoyer la maison? Ma fille est morte. Enfin, il y avait un espèce de... Je ne peux pas continuer à vivre, là, c'est impossible. Donc les gens ont pris le relais, ils ont fait les lessives, enfin, ils nous ont fait à manger. Bon, moi, j'étais incapable de manger, je crois que j'ai rien mangé pendant une semaine, hein. Je suis restée... ouais, j'ai rien pu avaler. Et j'avais pas de sensation de faim, c'était assez étrange comme sentiment. Donc il a commencé à ce moment-là. Et puis je me souviens, mon frère aîné était là, et puis il a fait un gag un petit peu bête, mais voilà, on a tous ri. Et c'était le premier rire depuis son décès. Et c'était 2 jours après. Donc les rires sont revenus assez rapidement. Au début, ils étaient peu présents, peu intenses, et peu... Voilà, les jours ont passé, les mois ont passé, les années ont passé, et puis ben voilà, petit à petit, la peine était moins présente et les sourires plus présents. Et donc aujourd'hui, on a notre peine en nous, une souffrance qui est là, qui persiste, mais on a des jours très paisibles, des jours heureux, on rigole beaucoup, on est une famille très, très joyeuse, très dynamique. Le temps nous a permis de souffler. Il n'a pas guéri. Je pense qu'il guérira jamais, hein. J'aime bien dire que quand on a cette plaie, moi j'ai souvent quand une plaie au niveau du ventre, parce que quand on perd un bébé, on a encore ce côté, elle vient de sortir de notre ventre, quoi. Donc j'ai souvent mal au niveau du ventre quand je pense à elle. Mais la plaie, au début, elle est très douloureuse, hein. Puis petit à petit, ben, quand elle se referme, quand elle cicatrise, elle fait de moins en moins mal, mais elle est là. Elle persiste et voilà. Je vais dans un magasin, je vois des petits habits pour des demoiselles, ça, la plaie, la douleur se réveille. Donc le temps, l'anesthésie, hein, cette douleur, mais voilà, la douleur parfois se réveille. Là, elle aurait dû commencer l'école à la rentrée prochaine. Voilà, je sais que c'est des étapes, des moments où la douleur, elle revient, mais elle est plus constante comme elle l'était au début. Donc le temps anesthésie n'efface pas la peine et la plaie et la souffrance. Comment, ou bien peut-être où, est-ce que tu as trouvé la force de finalement avancer avec ça? En fait, c'est vrai que la force, c'est un terme que j'aime pas trop parce qu'en fait, j'étais pas du tout forte. J'avais juste pas le choix. Donc on subit. Alors j'ai une amie qui m'a dit un jour, Nora, tu sais, seule la lumière peut vaincre l'obscurité. Quand on allume une bougie, aussi noire que cela puisse être, on verra toujours le scintillement de la flamme. Cette lumière sera toujours visible, même si on se trouve au fond d'une grotte, même s'il fait très sombre. L'obscurité ne peut pas annuler la lumière, alors que l'inverse est possible. Et puis là, je me suis dit, c'était une phrase qui a tout à coup fait résonance en me disant, ouais, il y a des moments où la lumière est là. Quand mon frère a fait cette blague 2 jours après le décès, alors oui, j'étais dans un gouffre béant, dans un trou insondable, mais la lumière, elle était là. Je ne m'en rendais pas compte sur le moment, mais elle était bien là. Et puis petit à petit, ben, ces moments,
ils deviennent plus fréquents. Un jour, tout est sombre et on a l'impression que la lumière n'est pas là, mais le lendemain, elle revient. Après, pendant 3 jours, voilà, la lumière est là, la joie est là, le bonheur est là. Et puis après, voilà, on revient en arrière. En fait, c'est tout sauf linéaire. C'est en dents de scie. C'est 10 pas en avant, 5 pas en arrière. C'est ça le deuil, j'aurais envie de dire. Et puis, pour moi, le deuil ne se termine pas, puisque le deuil représente vraiment ce lien d'attachement à la personne disparue. Et c'est ce besoin de faire perdurer ce lien. Le deuil, ça s'apparente pas uniquement à la douleur pour moi, parce qu'il peut cohabiter avec le bonheur. La souffrance, elle est là, mais elle peut coexister avec la joie. C'est la souffrance de ne pas pouvoir avoir ces moments d'échange avec une petite fille qui grandit, de ne pas pouvoir être là à des moments, au premier moment de sa vie. Voilà, voilà, ces souffrances-là, elles seront là éternellement parce que je ne peux pas les faire disparaître. Mais par contre, ce que je peux décider, c'est que je peux vivre avec cette souffrance-là et je peux bien vivre avec cette souffrance-là. Et ça, c'est pour moi important. J'ai lu, je ne sais pas si tu connais, c'est Deux petits pas sur le sable mouillé. C'est un livre qui m'a beaucoup aidée. Okay. Il parle de la résilience d'une mère qui a perdu plusieurs enfants d'une maladie grave génétique. Et puis, à un moment donné, dans le livre, il y a une phrase qui dit « C'est notre vie et nous allons la vivre ». Et en fait, ça a fait résonance en moi. Je me suis dit, ouais, le décès de notre fille, la vie de notre fille, puis le décès, c'est notre histoire, c'est son histoire, qui a une suite forcément sur la nôtre, mais c'est notre vie, puis on va la vivre. Et puis on va vivre intensément toutes ces émotions. On va vivre la peine, mais on va aussi vivre le bonheur, parce qu'on a connu le bonheur avec elle, et puis parce qu'on ne veut pas qu'il s'éteigne, ce bonheur-là qu'on a connu avec elle. Ça, c'est un petit peu ce que je peux dire sur comment les choses ont évolué. Aujourd'hui, je vais bien. Je vais bien. Mais voilà, il y a cette petite peine en moi, cette souffrance en moi, que maintenant, je ne vais plus forcément crier autant que dans le passé. Dans le passé, j'en avais besoin. C'était ma manière à moi de la faire exister. Aujourd'hui, le lien, il est plus intime. J'écris beaucoup et puis je publie aussi ces textes parce que j'ai quand même besoin qu'on parle d'elle. Elle ne vit plus, mais elle existe encore. C'est mon moyen à moi de la faire exister. Ouais. Parce que ne pas parler d'elle, c'est la tuer une deuxième fois. Comment vous avez traversé ça avec ton mari finalement parce que j'ai connaissance de plusieurs couples qui n'arrivent pas à rester côte à côte, tellement la douleur est énorme. Alors en fait, nous, ça a plutôt l'effet inverse. Ça nous a beaucoup soudés, à rapprocher. C'est pour ça que j'aime bien ce côté symbolique. Elle est arrivée le jour de notre mariage. Donc voilà, ça nous a beaucoup rapprochés, ça nous a soudés. Quand j'étais en bas, il était là. Quand lui était en bas, j'étais là. Et en fait, on n'avance pas du tout à la même vitesse parce que puis même au quotidien, moi, je vois une fleur, ça va me faire penser à Margot, alors que lui, sur le moment, il ne pensera pas à sa fille. Voilà. Parce que, au début, ne pas penser à Margot, c'était pour moi une grosse culpabilité. Je devais toujours avoir une pensée pour elle. Puis en fait, avec le temps, il y a plein de moments où je ne pense plus à elle. Et ça reste encore un peu culpabilisant, parce que j'ai l'impression que je l'oublie. Mais c'est pas ça. J'ai fait le lien avec mes enfants. Quand je suis au travail, je pense pas forcément à mes enfants. Donc c'est la vie qui est comme ça et qui fait qu'on ne pense pas toujours. Voilà, on est occupé, on a la tête pris par autre chose. Mais voilà, donc du coup, on n'a pas toujours des coups de blues en même temps. Peut-être que c'est ce qui a fait que ça a tenu chez nous, parce que quand le coup de blues était là chez un, l'autre était là pour prendre le relais au sein des frères et sœurs. C'est vrai que ça, je me rends compte qu'entre nous, le sujet est quand même assez
assez tabou. On se demande rarement comment on va. C'est un peu paradoxal, hein, parce que ça nous a rapprochés, mais en même temps, il y a une part de voilà, parce que moi j'extériorise, mais lui intériorise et puis j'ai pas envie d'entrer dans sa bulle parce que j'ai pas envie de casser cette bulle, donc peut-être que parfois c'est aussi ça qui est difficile dans les couples, hein, et qui fait qu'on n'arrive plus à communiquer. Du coup, les 2 premiers, ils ont vous avez Alors comment on a vous des avez rituels. communiqué? Ouais, oui. Ah, comment on a communiqué le décès ou? Ouais, je sais pas comment ça s'est passé, parce que, bah, du coup, à ce moment-là, ils avaient 4-5 ans, quoi, non? Ouais, ils avaient 4 ans et demi, ouais. Ils étaient petits, mais ils ont compris qu'il y avait quelque chose de grave. Ouais. Du coup, ils ont été confrontés à la mort très, très vite et puis ils ont très vite compris ce que c'était la mort. Vers 4 ans, en général, c'est encore très abstrait et puis, ben, eux, ils ont très vite compris que c'était pas enfin, qu'il y avait le non-retour, en fait. Donc, ouais, alors le jour du décès, un des 2, il arrêtait pas de demander à sa grand-maman: «Elle est morte Margot? Elle est morte Margot?» Donc ils avaient déjà, acquis une certaine connaissance de la mort parce que 3 semaines plus tôt, on avait perdu un poisson, c'est tout bête, et puis c'était la première fois où ils étaient confrontés à la mort, ils y tenaient pas mal à leur poisson. Donc je leur ai expliqué que c'était un vieux poisson, qui avait vécu une belle vie, qu'il avait atteint un bel âge. Enfin voilà, c'était un poisson. Mais Ce qui fait pas sens avec un bébé de 3 mois, quoi. bah, voilà. Mmh. Et pour eux, c'était un choc, ouais. Ils ont dit: «Mais maman, Margot, c'était un bébé, Ouais. c'était pas une personne âgée». De comprendre qu'en fait, on peut aussi mourir, Mmh. même quand on n'est pas vieux, puis qu'on Mmh. n'a Mmh. pas eu toute une vie, C'est ça. mmh. Et puis donc là, ils avaient après alors ils avaient pas peur de mourir eux, mais ils avaient peur qu'en fait, nous, on disparaisse. Mmh. Et donc les soirs, c'était très compliqué au moment du coucher parce qu'ils avaient peur que le lendemain matin, quand ils se réveillent, ben, on soit plus là. En fait, ce jour-là, ils ont amené leur petite sœur à la crèche. Ils lui ont fait un bisou tous les 2 parce qu'ils aimaient beaucoup leur petite sœur. Et puis, ben, ils sont rentrés et puis ils ont plus jamais revu leur sœur. La dernière fois qu'ils l'ont vue, c'était dans son cosy à l'entrée de la crèche. Donc ils avaient un peu cette angoisse-là de: «Oui, est-ce que tu seras là demain, maman?» On a tendance à vouloir protéger les enfants en leur disant: «Mais c'est des personnes âgées qui décèdent, mais en fait, on ne peut pas les protéger de ça». Et justement, je pense qu'il ne faut pas les protéger de ça parce que la mort fait partie de la vie. Et donc du coup, quand ils me disent: «Mais maman, tu vas mourir un jour?» Je dis: «Oui». Et le soir, quand ils me disaient: «Mais j'ai peur que tu sois pas là demain», je pouvais pas leur dire: «Bah, je serai là demain». Parce que c'était leur Parce mot. qu'on sait pas. Parce qu'on sait pas. Et puis pour moi, c'était comme enfin voilà, le Oui. poisson, bah, Ouais, ouais, bien finalement, sûr. j'ai donc je leur disais: «Ben, normalement, je serai là, mais je peux pas vous garantir». Je leur faisais un gros câlin, je leur disais, que je les aimais et puis, que si par hasard, il devait y arriver quelque chose une fois, ils auraient toujours du monde qui les aime, qui s'occuperont d'eux et que si on devait mourir un jour, on les aimera toujours, hein, même si on est plus proches, physiquement. Donc ouais, on essayait d'expliquer, ça, de manière, la plus réaliste possible, sans vouloir les protéger parce qu'on peut pas les protéger de ça. C'est comme on disait avant finalement, Donc hein, c'est utopique de penser ouais. qu'on peut les préserver de tout et Du coup, ils ont été très vite confrontés à un événement tragique. ouais. Ils ont grandi très vite aussi. Et puis c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, bah, en fait Margot, elle est décédée en mai, 2021 et puis au mois de juin, je tombais enceinte de son petit frère et on n'a pas dit tout de suite. Je me souviens, ben, que là, on a laissé traîner. Je pense que j'étais presque à 5 mois et puis j'ai bien caché avec des gros pulls bien larges, enfin des gros t-shirts bien larges, pour pas qu'on voit. Parce que j'avais aussi cette, j'ai quand même entendu des gens: «Ah, tu es déjà?» Enfin voilà, je voulais pas entendre ça et puis c'était un petit peu dur d'annoncer aux gens et je voulais pas non plus que les gens pensent qu'on tournait la page parce que c'était pas du tout ça. Mais c'est vrai que quand Margot était à l'hôpital, là, dans ce petit berceau, j'ai dit à Guillaume: «Je peux pas m'arrêter là, j'ai besoin de redonner la vie. Je peux pas, on peut pas finir avec la mort. Notre famille, elle peut pas se terminer avec la mort». Et puis comme on savait que c'était très compliqué, comme il y avait ce syndrome des ovaires polykystiques, j'étais retournée voir le gynécologue que j'avais à l'époque. Puis là, il m'a dit: «Mais il faut d'abord, un peu digérer tout ça. Moi, je vous donne pas tout de suite un coup de main». Margot était arrivée comme ça spontanément, 4 ans et demi après. J'ai dit: «C'est magnifique, c'est magique, hein». Et puis, ben, en fait, il est arrivé tout de suite spontanément. Donc, alors je me suis tout de suite dit que c'était forcément, C'était juste. c'était juste et c'était le bon moment. Moi, j'ai perdu un morceau de moi ce jour-là, donc forcément, ça a créé beaucoup de souffrance et beaucoup d'angoisse. Et ben, voilà, c'est donc des angoisses qu'on projette
autour de nous, sur les autres, sur soi-même. C'est un travail du quotidien, ouais. De ne pas les étouffer avec mes angoisses, de ne pas étouffer moi-même avec mes propres angoisses, parce que parfois c'est ça. Du coup, on parlait de vivre l'instant présent plus intensément. C'est ce qu'on nous a appris Margot. Souvent, c'est beaucoup, beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'angoisses qui viennent en fait me pourrir la vie au quotidien. Ouais. Qu'est-ce que, en fait, en partant, Margot, t'a permis de rendre possible aujourd'hui, qui est précieux pour toi? Margot, je l'appelle mon hymne à la vie. Voilà, j'ai tout dit dans la phrase. Enfin, voilà, c'est mon hymne à la vie. Grâce à elle, je suis vivante aujourd'hui pleinement. J'essaye, hein. Bien. Et ces éclats de rire, en fait, c'est bien le message qui a été véhiculé par elle, en me disant que voilà, la vie, c'est du bonheur. C'est ce qui m'a permis de vivre avec son absence. Tu as besoin que je développe plus? Non. Tu as dit que tu écrivais. Oui. Tu peux peut-être Alors, parler un peu de ce lien ouais. que tu arroses chaque jour avec, avec tes mots? Oui. Alors c'est vrai que le jour où la première fois où je montais au cimetière pour aller me recueillir sur sa tombe, j'aime pas ce terme, se recueillir sur sa tombe, parce que c'est pas là où je suis bien avec elle. Mais forcément, elle a son petit espace et puis donc j'en prends soin. Donc le premier jour où je monte au cimetière, je vis un moment très dur là devant ce cimetière, ne pas comprendre voilà, qu'elle est dessous, enfin son corps est dessous. Puis en redescendant, je me dis mais en fait je vais pas survivre, je vais pas vivre, hein, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Alors je me suis dit je vais écrire sa vie. Je vais écrire sa vie, et sa vie, elle ne s'arrête pas aux 3 mois et demi. Elle continue avec nous. Et je lui parle de ses frères, et je lui parle de son petit frère, et de ses grands frères, de son petit frère. Et puis, je lui parle de nos bonheurs, de nos tristesses. Mon mari m'a créé un petit blog où je publie des textes. C'est ce besoin, en fait, de maintenir le lien avec elle, sur Terre, avec les autres, pour que les autres osent me parler d'elle. C'est la raison de ces écrits. C'est quoi le nom du site? Alors, c'est Petite Margot, mon Petite hymne à la Margot. vie. Je pourrais le mettre Volontiers, en lien? volontiers. Elle existe. Elle existe. Voilà. Outre le fait de parler de la mort subite du nourrisson, de parler du décès d'un enfant et de continuer finalement à faire exister ta fille, c'est quoi qui est important pour toi dans le fait de partager ton histoire? C'est un peu paradoxal, ce que je vais dire. Je pense que la vie est un paradoxe, donc c'est vrai. OK. Parce qu'en fait, j'ai besoin de ne pas être seule dans ma souffrance, d'un côté. Et en même temps, donc j'ai besoin que les gens sachent ce que je vis au quotidien. Et c'est vrai que quand, après le décès de Marou, il y a beaucoup de gens qui étaient en souffrance, forcément, parce qu'ils projettent ce qui pourrait arriver à leur propre bébé, à leur propre enfant. Et je l'ai mal vécu, de leur souffrance. Donc c'est paradoxal, parce que j'ai envie à quelque part, qu'on comprenne mes souffrances, mais qu'on ne souffre pas avec moi. C'est un peu égoïste de garder cette souffrance pour soi, et ça m'embête d'avoir ces sentiments-là. Ce sont des sentiments que je refoule, parce que bien sûr, quand une amie très proche, elle va être profondément touchée par le décès de ma fille, et elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent. Mais en même temps, c'était ma fille, ma souffrance, ma douleur. Mais si je publie, c'est quand même pour que les gens sachent que je souffre. J'apprécie les gens qui me demandent comment je vais, voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal. Et puis le fait que les gens n'en parlent plus, c'est dur à vivre pour moi. Et souvent, ils n'en parlent pas parce que peut-être c'est trop dur pour eux aussi. Il y a ce côté-là aussi à mettre en lumière, parce qu'en fait, on n'arrive pas tous à en parler. Ce genre de sujet rend mal à l'aise, parce que souvent, on ne sait pas quoi dire. Potentiellement, parfois, on préfère ne rien dire que de dire quelque chose qui va faire souffrir, sauf qu'on n'a peut-être pas conscience
que la personne en face le tourne dans l'autre sens, en Ouais, fait. c'est ça. Il y a une barrière en fait entre nous et les autres. Je me souviens au début, je voyais presque même des gens changer de trottoir ou faire semblant de ne pas me voir parce Ouais. qu'ils ne savaient pas comment s'approcher de moi. Et ça, c'était la pire des choses à faire. Ouais. Parce que j'avais besoin qu'on vienne me prendre dans les bras. Je me souviendrai toujours, la caissière de la Migros, je pose mes commissions sur le tapis roulant, puis elle me dit, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais je pense à vous. Rien que ça. Rien que ça, c'était énorme. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Non, on ne sait pas quoi dire, même moi, je ne sais pas quoi dire. C'est particulier de fêter un anniversaire quand l'enfant n'est plus là. Et nous, on le fête. Les garçons, ils font un gâteau. Enfin, c'est un jour de fête, le 21 janvier. Les 3 garçons qui soufflent les bougies de leur petite sœur. Donc, ça ne devrait pas être comme ça, normalement. Mais on ne le fait pas, c'est la supprimer de notre vie, c'est l'oublier. Et puis pour les garçons aussi, hein, parce que dans leur petite tête de maintenant 8 ans et puis 3 ans, enfin 3 ans ils ne réalisent pas encore, mais à 8 ans, ouais, si je meurs, on ne pense plus à moi, on ne fête plus mon anniversaire. Ça doit être horrible d'imaginer ça. Ça veut dire que plus personne pense à moi, je suis supprimée de la planète, quoi. Enfin, et on le fait pour eux aussi, et eux ils le demandent. Hein. Tous ces rituels, c'est aussi une manière de faire comprendre aux enfants plus petits que quoi qu'il arrive, on n'oublie pas, on ne raye pas les gens de la carte. Et en fait, c'est en voyant ça que eux, ça leur, peut-être pas que ça leur donne confiance, c'est peut-être pas le bon terme, mais qu'en fait, ils créent une relation à la mort qui est entre guillemets, je sais pas s'il faut dire plus saine ou moins traumatique, quoi. Ouais, clairement. Dans ce que tu disais par rapport à la caissière du magasin, là, est-ce que c'est un truc que tu pourrais vouloir transmettre aux gens qui vont écouter ou qui vont regarder ce podcast, de dire finalement, mais ça c'est valable pour la perte d'un enfant, mais pour n'importe quel événement en fait. Tout à fait. Ça fait tellement du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Peut-être qu'une autre personne, ce ne sera pas la même chose, mais c'est vrai qu'avec les personnes avec qui j'ai discuté, qui ont vécu la perte de leur enfant, c'est revenu beaucoup. Ils avaient besoin qu'on leur demande comment ils allaient. Puis qu'on n'ait pas peur de leur demander. Parce que oui, alors il y a forte chance qu'on va leur dire, non, ça ne va pas. Voilà, il y a des chances que ce soit ça, il y a des chances qu'on se mette à pleurer, il y a des chances qu'on se mette à pleurer ensemble. Ça revient à ignorer, rien dire, ça revient à ignorer ce qui s'est passé, ça revient à ignorer les fêtes. Et, à ignorer notre enfant, en fait. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Nora, pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? De continuer mon chemin, de continuer à partager son histoire et de continuer à être heureuse. Très bien. Voilà. Merci.